Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une femme brillante, dynamique. Notre invitée jongle au quotidien entre différentes responsabilités, notamment en tant que responsable marketing et événementiel au sein de la Monte Carlo SBM. Récemment devenue maman, elle allie sa carrière professionnelle, sa nouvelle vie de famille et les représentations officielles auprès de son époux, Louis Ducruet. Elle nous en dit plus dans cet épisode. Bonjour Marie Ducruet. Bonjour. Marie, j'ai essayé de résumer un peu tout ce qui fait le quotidien aujourd'hui, enfin ton quotidien aujourd'hui, qui est un quotidien chargé. Alors déjà, on va parler de travail parce que ce qui surprend toujours quand on est... enfin, ça surprend encore, je devrais dire, quand on est une jeune maman, c'est qu'on dit... alors moi, je l'ai fait et je sais qu'on est nombreuses à l'avoir fait. Je veux retourner travailler. Alors, c'est vrai, ça m'est arrivé également. Quand j'ai accouché, j'avais un congé maternité de 6 mois, parce que j'avais pu poser des congés, parce que j'en avais beaucoup, de par le travail. Et c'est vrai que j'ai souhaité reprendre plus tôt. Et j'ai eu la possibilité de reprendre plus tôt, à mi-temps. À mi-temps. À mi-temps, du coup. C'est bien ça. Parce que comme j'avais prévu de reprendre au bout de 6 mois, mais qu'au bout de 4 mois, j'avais quand même envie de reprendre ma vie professionnelle et que je pouvais, parce qu'on avait trouvé la nounou qui pouvait s'occuper de notre fille, je me suis dit, ça pourrait me permettre de faire une transition, de recommencer progressivement et de pas, du jour au lendemain, ne plus voir ma fille, mais pour autant reprendre une vie un peu normale, on va dire. Oui, parce que c'est ça un peu la question qu'on se pose. Hein. Moi, je me souviens, à la naissance de mon fils, je me suis dit, alors si je travaille, je ne le vois plus. Mais en même temps, j'ai envie de travailler. Est-ce que tu as eu cette période qu'on a, enfin, je ne sais pas si on est nombreuses, mais en tout cas, moi, je l'ai eu, cette période de doute qui t'est un peu mélangée avec de la culpabilité? Oui, je pense qu'en tant que maman, on culpabilise très souvent pour beaucoup de choses. Et le travail en fait partie, oui. On est content de reprendre sa vie de travail, de revoir des adultes, de parler de choses d'adultes. Surtout quand on est passionné par son travail. Mais c'est vrai qu'on a ce côté de culpabiliser parce que c'est du temps en moins avec notre enfant. Ouais. Est-ce que là, tu l'as repris? Ça y est, tu as repris, tu travailles de nouveau? Oui. Est-ce que ce doute, cette culpabilité s'est un peu apaisée ou pas? Oui, là, elle s'est apaisée parce que j'ai réussi à trouver mon équilibre entre ma vie de travail, ma vie de famille. Ça prend du temps. C'est ça, hein, c'est du boulot en fait. Oui, ça prend du temps. On a l'impression de vivre 3 journées en une. Ouais. Mais je sais que beaucoup connaissent ça. Mais non, l'important, c'est de trouver son équilibre. Et moi, j'ai réussi à le trouver aujourd'hui. Est-ce que tu t'y attendais avant de devenir maman, à ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire l'impression d'avoir 3 journées en une, l'impression de devoir rééquilibrer tout ça en fait? Est-ce que tu t'y attendais? Non, je pense qu'on en parle beaucoup. Parce que c'est vrai que les femmes ont tendance à en parler, même au travail, mes collègues qui me racontaient leur journée, mais on ne se rend pas compte réellement de l'état de fatigue dans lequel on peut se trouver. Parce que pour moi, c'est ça le... C'est de la fatigue physique. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est cet état de fatigue en fait qui conduit tout, parce que c'est ça qui fait un grand chamboulement dans cette vie. Et c'est vrai. Ça a été plus dur pour moi. Voilà, du coup, enfin, ce qu'on dit, c'est que quand on a cet état de fatigue, on a moins de disponibilité, parce qu'on est fatigué. Donc, parce que là, on n'en a pas encore parlé, mais on a parlé travail, on a parlé vie de famille, et on n'a pas parlé vie officielle. Parce qu'il y a cet élément-là qui vient s'ajouter, qui prend quand même beaucoup de temps aussi. Un petit peu, oui. Oui, hein. Et parce que, en plus, c'est pas vraiment des engagements auxquels on peut dire non à un dernier moment en disant « je suis fatiguée ». Exactement. Comment on fait? On se conditionne, on se repose. Est-ce que tu arrives à te reposer? Alors, oui, je pense que... Alors, j'ai de la chance d'avoir Louis qui est un papa hyper investi. Et je pense que d'ailleurs, notre génération, d'une manière générale, a de la chance parce que dans la génération de nos parents, c'était pas vraiment le cas. Les papas d'aujourd'hui sont différents. Voilà, exactement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est indéniable. Et après, bien sûr, ils ne sont pas tous comme ça, mais moi, j'ai de la chance d'avoir Louis qui est un papa formidable,
qui est très investi, qui prend vraiment son rôle à cœur. Et on est vraiment sur une répartition 50-50. Donc, quand il voit que je suis fatiguée, il n'hésite pas une seconde, en fait. Et inversement. Il y a vraiment un équilibre là-dessus. Et c'est vrai, et je le sais que j'ai de la chance pour ça. Oui, parce que on dit les papas d'aujourd'hui sont plus les mêmes. D'après toi, qu'est-ce qui a fait évoluer ça ? Ils se sont rendus compte, ou c'est les enfants qui ont demandé, ou c'est les femmes qui étaient moins là alors ? Alors, je ne sais pas vraiment ce qui a fait que ça a changé. Je pense que les femmes, c'est plus normal en fait qu'une femme travaille aujourd'hui. Ouais. Alors qu'à l'époque, c'est pas qu'il y avait encore ce choix, mais c'était vraiment une décision de la femme de travailler ou pas en fait. Là, c'est plutôt classique. Les femmes veulent être indépendantes, elles ne veulent pas dépendre de leur mari, etc. Donc, je pense qu'il y a très peu de femmes qui ne travaillent pas aujourd'hui. Mais il y en a encore, et ça se respecte. Hein, ah oui, bien sûr. Et attention, hein, être femme au foyer, c'est un job, vraiment. Parce que moi, je ne suis pas capable de le faire, je pense. Et puis, je pense aussi que voilà, les générations évoluent. Ça marche beaucoup avec les infos, les réseaux sociaux, Internet, etc. Et c'est vrai que les papas d'aujourd'hui, j'ai l'impression en tout cas qu'ils s'entraînent entre eux à être les meilleurs papas et à passer plus de temps avec leurs enfants. Peut-être que c'est un manque qu'ils ont ressenti avec leurs papas eux-mêmes. Père, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est positif pour nous, les mamans d'aujourd'hui. Bien sûr, c'est positif pour nous. À quel moment tu te décides, tu dis, moi, je serai une femme qui travaille ? Parce que tu as fait des études, hein, et on va en parler d'ailleurs. Tu as fait des études, tu t'es expatriée. Tu étais basée où quand tu décides, tu dis, maman, moi, je veux étudier, je veux travailler ? Alors moi, mon rêve de toujours, c'était ce petit rêve américain. Force de voir ces séries, ces films sur les États-Unis. J'ai toujours rêvé de partir étudier aux États-Unis. Et après mes études, après le lycée, je ne savais pas trop vers quelle voie m'orienter. Et j'ai eu cette occasion d'aller donc à Schema, qui est une école, une business school à Sophia Antipolis, et qui proposait un programme d'échange et de transfert aux États-Unis. Donc voilà, c'était mon rêve. La voie tracée. Voilà, exactement. Et donc tu pars aux États-Unis. Oui. Quand tu arrives aux États-Unis, qu'est-ce que tu te dis ? Ça y est, j'y suis, ou ça y est, ça commence ? Alors, quand je suis arrivée, je m'en souviendrai toujours, c'était super bien fait. On avait un comité d'accueil géré par des élèves étrangers qui viennent nous chercher, voilà, etc. Je suis arrivée très tard dans la nuit. Donc, je me suis dit, ça y est, mon rêve commence. Mais j'étais épuisée du voyage. Ouais. Il était très tard. En plus, là-bas aux États-Unis, les magasins ne ferment jamais. Enfin, les supermarchés sont ouverts 24 heures sur 24. Donc, le comité a voulu bien faire et nous emmener là-bas pour que l'on puisse acheter ce qui pouvait nous manquer pour les premiers jours. Ouais. Mais moi, j'avais qu'une envie, en fait, c'était de trouver ma chambre et dormir. Et donc, ça a traîné. Et en fait, arrivée dans ma chambre, je me suis écroulée. J'ai appelé ma mère en pleurs et je lui ai dit... je suis toute seule, qu'est-ce que je fais voilà. Tu as eu un petit moment de désarroi quand même. Oui. Quand je suis arrivée, je me suis retrouvée toute seule aux États-Unis. Parce qu'il faut savoir que j'ai rejoint Louis qui faisait déjà ses études là-bas, mais quand je suis arrivée, il n'était pas encore là. D'accord. Il était en France. Vous étiez un peu décalés. Voilà, on était un petit peu décalés et du coup, j'ai eu ce moment un peu de panique, de me dire je suis toute seule à l'autre bout du monde. Mais c'est passé. Est-ce que tu es d'une famille nombreuse ? Ou d'une famille soudée, en tout cas ? Oui, alors j'ai une famille nombreuse. J'ai beaucoup de cousins, cousins germains et beaucoup d'oncles et tantes. Et moi, j'ai donc ma maman et mes 2 frères. Ah oui, quand même. Et donc, parce que cette sensation, quand je t'écoute, et je me dis, cette sensation de me dire, j'étais seule aux États-Unis de l'autre côté du monde, ça veut dire que ça t'était pas encore arrivé ? Non, voilà. Non. C'était la première fois que tu étais loin d'eux. Oui, c'est ça. D'eux en général, et en plus de Louis, donc loin. Exactement. Quand je suis partie à Schema, j'ai habité seule à un moment donné, car mes parents ont décidé de partir pour un projet professionnel vers Toulouse. Donc c'était la première fois que je vivais seule, mais j'avais mes frères à proximité. Oui. Donc j'étais jamais vraiment seule. Jamais vraiment. Donc il y a eu un petit moment de désarroi. Qu'est-ce que globalement tu pourrais retirer ou nous dire là que tu retires de ton aventure américaine ? Alors, mon aventure américaine, après je l'ai adorée.
Vraiment, ça a été une super expérience. J'ai beaucoup aimé être sur ce campus parce que cette école, elle comptait 10 000 étudiants, ce qui est énorme pour nous en France, mais là-bas, c'est très peu. Donc, c'était un grand campus sans lettres. Donc, on avait l'habitude de croiser les mêmes personnes, etc. Donc, on avait quand même nos repères. Pas comme si j'avais été dans une très, très grande université où là, ça aurait été, je pense, un peu plus compliqué. C'est ça. Après, voilà, les Américains, c'est très compliqué de se faire de vrais amis, je dirais. Mais, parce que c'est beaucoup en superficiel. Mais ce qui est génial là-bas, c'est que voilà, on est dans la rue, on ne connaît pas les gens, on peut leur parler. C'est une mentalité complètement différente. Différent, hein. Mais voilà, ils sont très, très abordables. Et non, moi j'ai adoré mon expérience là-bas. Les cours sont complètement différents. C'est beaucoup plus basé sur des expériences réelles. Ils faisaient venir des sociétés locales, nous demander de travailler sur des cas concrets, en fait. Donc c'était plus de l'apprentissage et de l'application en direct. Et on voyait les effets que ça pouvait réellement avoir sur une société locale que juste apprendre un cours par cœur. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on dit toujours, c'est que le système éducatif, et notamment le système universitaire américain, est fondé sur l'épanouissement personnel avant d'être un épanouissement, un apprentissage. On est un peu à l'inverse de ce que les universités, en tout cas classiques, demandent en Europe, où on te dit il faut passer des UV, il faut avoir des notes, voilà, peu importe ce que tu fais de ta vie, en fait. Est-ce que ça t'a pas donné envie de rester aux États-Unis ? Alors oui, moi j'aurais aimé rester, mais mon chéri, lui, a pas du tout eu la même expérience. C'est vrai ? Non, il a pas autant apprécié que moi, et je pense qu'il était pressé de rentrer. Il avait le mal du pays, peut-être. Voilà, c'est ça. Le mal de sa famille, je pense aussi. Bah oui. Parce qu'il est très, très famille. Et du coup... Et toi, non ? Tu n'avais pas le mal de ta famille ? Disons que si, d'un côté, oui, parce que j'ai toujours été proche de ma famille, mais d'un autre côté, on s'en sortait pas plus mal aussi de se voir de temps en temps dans l'année. Ça marchait bien, disons. Tu avais quand même un lien fort avec eux, même de loin. Oui, voilà, exactement. Après, voilà, mes frères ont commencé à avoir des enfants, donc c'est vrai que de pouvoir les voir grandir, c'était important aussi pour moi. Donc je suis contente d'être rentrée. Vous rentrez tous les deux, vous rentrez à Monaco ? Oui. Direct ? Est-ce que c'est posé la question de savoir si tu allais travailler ou pas ? Je dis, est-ce que c'est posé la question ? C'est-à-dire, est-ce que ça a été une discussion ou est-ce que c'était clair entre vous ? Ça n'a jamais été une... Ça n'a jamais été une question ? Non, ça n'a jamais été une question. Pour moi, ma première priorité, c'était de me trouver un stage et ensuite de commencer à travailler. J'ai hésité à vouloir faire un Master 2 à un moment donné, mais j'ai voulu en fait commencer le plus vite possible à travailler pour avoir mon indépendance. Ah oui ? Tout simplement. Comme on fait tous, Voilà. On arrive à un moment où on veut gagner. Moi, je me souviens avoir dit, je veux gagner mon propre argent. Parce que ça sonne un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que c'est important. Et ça rejoint un peu la discussion qu'on avait au début, c'est-à-dire, toi, tu voulais ton indépendance. Disons que je l'ai toujours eu quand j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à travailler. Je me souviens parce que moi j'habite à Nice et j'allais avec une copine, on allait dans les forums qu'il y avait au Parc Phoenix pour les recrutements d'emplois saisonniers. J'ai commencé, j'ai distribué des prospectus dans la rue, j'ai travaillé dans les cinémas pâtés, que ce soit à la caisse, à la vente de billets, la vente de pop-corn, etc. J'ai vendu des glaces, j'ai fait caissière dans un supermarché. Enfin, je veux dire, j'ai tous mes étés. Et même à côté de mon école, j'ai essayé de travailler. Et c'est vrai que d'avoir cette indépendance financière dès 16 ans, on va dire, j'ai toujours voulu continuer dans ce sens. Tu ne voulais plus la perdre. Oui. Non, pas du tout. C'était une façon de vivre pour toi. Tout à fait. Et là, aujourd'hui, la question est peut-être un peu triviale, mais aujourd'hui, est-ce que tu sens que cette indépendance, cette autonomie sont confirmées ? C'est-à-dire, tu te dis, ça va, même si j'ai d'autres enfants, même si, voilà, ça ne sera pas un choix, je resterai sur cette ligne. Oui, honnêtement, et je pense que ça va au-delà de l'indépendance financière. Je pense aussi que c'est une façon de voir sa propre vie. Ouais. Après, moi, j'ai la chance d'être passionnée par ce que je fais, d'être passionnée par mon travail, et donc je ne me verrai pas arrêter. Arrêter ? Non. Ça te manquerait ? Oui.
Et je l'ai vu, hein, ça m'a manqué. Donc, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui te passionne? C'est l'événement, c'est le contact avec le public, qu'est-ce que c'est en fait qui te plaît le plus dans ce que tu fais aujourd'hui? Je pense que c'est un tout. Bien sûr, il y a la partie événementielle, donc la création d'événements et de se dire que on est là pour créer quelque chose à chaque fois de nouveau, pour surprendre les clients, parce que dans la SBM aujourd'hui, on a de très très gros clients fortunés et le but c'est de leur faire vivre une expérience qu'ils n'ont jamais vécue auparavant. Un peu ces expériences qu'on appelle money can buy. Il y a ça, il y a aussi le côté amical aussi avec tous ses collègues, parce que j'ai de la chance de m'entendre bien avec la plupart de mes collègues. Donc, tu dirais que tu es sociable? J'espère l'être. Oui, bah, après, on dit toujours... Alors, Louis, qui était là, nous disait, Marie, quand elle a décidé quelque chose... Oui, voilà. Alors après, oui, j'ai mon caractère qui s'est développé au fur et à mesure des années, bien évidemment. Mais ça n'empêche que, voilà, au quotidien, c'est plutôt... tu fais du lien facilement, quoi. Oui, je pense. Donc, on a dit l'événementiel, le contact avec les collègues. Et est-ce qu'il y a autre chose qui fait que... Parce que je ne sais pas si c'est un hasard ou une heureuse coïncidence, enfin certainement. Enfin, tu évolues au sein, et là on était aussi avec Stéphane Valéry, au sein de la première, enfin vraiment de ce qu'on appelle en anglais le flagship, hein, c'est l'entreprise phare de Monaco, que ce soit dans sa notoriété, dans son savoir-faire, etc. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui t'attache? Oui, je pense que j'ai une appartenance assez importante à la SBM. J'en suis très fière. Et puis de me dire que voilà, je travaille pour le plus gros resort de la Principauté avec les plus beaux hôtels, les casinos, une vingtaine de restaurants, bars, il y a du nightlife, il y a des spas. Enfin, je veux dire, l'offre, elle est tellement complète et les produits sont tellement beaux et je pense que beaucoup de collègues me rejoignent. C'est vraiment un honneur, en fait, de travailler pour cette boîte. Est-ce que c'est un challenge comme tu l'espérais? C'est-à-dire, quand tu rentres des États-Unis et que tu imagines ta carrière, est-ce que tu pensais à ça? Alors, pas à la SBM en particulier, mais à ce que tu fais aujourd'hui. Alors, je pense que j'avais pas forcément de destin tracé dans ma tête. Je ne savais pas vraiment où je voulais aller. Je sais que j'ai commencé par faire un stage dans le marketing. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit que ça bougeait pas assez pour moi. C'était à l'époque, attention. Que j'avais envie d'être sur le terrain. Et il y a cette opportunité qui s'est offerte sur la partie événementielle, à l'époque à l'hôtel Hermitage, et que j'ai adoré. Et j'ai été agréablement surprise par le contact client, le contact avec les collègues, ce côté très organisationnel, parce que dans ma vie, je suis très organisée, tout doit être carré. Et en fait, à partir de là, j'ai adoré. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je suis partie sur le casino. Et après, le service s'est développé dans le resort en globalité. Ouais, ça fait quand même... d'abord, ça fait un job assez transversal, assez ouvert sur tous les aspects de la boîte dans laquelle tu es. Et surtout, ça fait un job avec des horaires, quoi. Oui. Ça, oui. Mon mari peut en témoigner. C'est ça. Oui. Est-ce que tu t'attendais à ce rythme-là? Je pense que ça m'a jamais perturbée, parce qu'avant, j'avais pas de responsabilité. J'avais pas d'enfant. J'avais juste Louis à qui je prévenais, bon ben voilà, là je vais finir tard. Il m'est arrivé de faire des très très grosses journées, journées-soirées, hein, sur de gros événements qu'on a réalisés. Mais j'étais plutôt préparée parce que on sait quand même, la chance que j'ai avec la SBM, c'est qu'il y a plein de services, plein d'équipes, chacun a un peu ses responsabilités. Ouais. Donc on arrive quand même à s'organiser. Après, on sait que voilà, on va commencer très tôt parce que les montages commencent très tôt, qu'on va suivre jusqu'au démontage. Donc on arrive à faire son planning, même si les horaires sont très extensibles. Voilà, exactement. Par contre, c'est vrai que depuis que j'ai ma fille, c'est plus compliqué. Parce que là, il y a la culpabilité qui s'installe à fond. Mais voilà, j'arrive quand même à jongler. Je sais que
pour tout ce qui est en tout cas administratif, parce que dans une semaine de 39 heures, généralement, on n'arrive pas forcément à finir tout ce dont on a à faire. Je vais rentrer à la maison, je vais m'occuper d'elle, etc. Et puis le soir, je me reconnecte, mais c'est un choix. Ouais. C'est une fois qu'elle dort, quoi. Voilà, exactement. Parce que, alors tu disais, je suis sociable, je fais du lien, je suis très organisée. Je pense. Dans ta vie, en tout cas, tu dis que tu l'es. Marie au travail, est-ce que c'est une chef? Est-ce que c'est une collègue? Comment tu te considérerais? Pas en position, hein, mais comment tu vois ton tempérament? Est-ce que tu... Alors, honnêtement, je me considérais plus comme collègue amicale, je dirais, parce que j'aime avoir cette relation amicale avec tout le monde. Par contre, c'est vrai que si des fois on me pousse trop loin dans l'énervement, on va dire, c'est vrai qu'à un moment donné, je suis obligée de... C'est un peu bossy. Tu deviens un petit peu bossy. Oui, mais c'est assez rare. Je veux dire, il faut quand même... T'es patiente. Voilà, je suis très patiente, mais par contre, il ne faut pas non plus pousser trop loin, parce que derrière, on a un objectif qui est tous le même, qui est commun, on doit travailler dans le même sens. Et voilà. Et par contre, ce que je déteste, ça c'est vrai, je déteste l'injustice. Donc, c'est vrai que comme dans toutes les sociétés, il y a je déteste en fait qu'une personne, qui soit un manager ou autre, s'estime être au-dessus des autres et puisse mal parler à des personnes. Je sais que je me suis déjà engueulée avec des personnes pour ça. C'est déjà remonté, etc. Mais bon, peu importe, parce que je ne savais pas à qui je m'adressais forcément. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas, l'injustice, qu'on puisse mal parler à des personnes sous prétexte que hiérarchiquement parlant, voilà, ils sont au-dessus. Ou des gens qui, tout simplement, des fois refusent de faire leur travail. Parce que là, tu parles des collègues et des gens dans l'entourage professionnel, mais de ce que je retiens de la clientèle que tu décris, c'est une clientèle fortunée, enfin, mais à très haut potentiel en tout cas, et dont on dit souvent que ça peut être une clientèle difficile, parce que les gens qui ont tout vu, c'est difficile de les satisfaire. Tout à fait. Et là, la relation est difficile? Alors, moi, je suis plus en tout cas forcément au contact client. Direct. Ouais. Voilà, en direct. Moi, j'ai plus des contacts internes, parce que sur la partie organisationnelle. Après, oui, de ce que mes collègues qui sont en contact avec eux m'expliquent, il y en a qui sont très difficiles, mais il y en a qui sont d'une simplicité incroyable d'ailleurs. Si, oui. Il y a de tout. Parce que le challenge... pour toi, aujourd'hui, dans ce que tu fais, il est où? Il est sur la qualité de ce que vous réalisez, il est sur la satisfaction ou la surprise du client. C'est quoi ton baromètre? Alors, sur la partie événementielle, ce qui est hyper important pour nous, c'est voilà, de savoir que l'événement qu'on réalise est apprécié de tous. Et quand je dis de tous, c'est forcément des clients, en premier lieu, qui soient surpris, qui soient émerveillés par le lieu, par l'idée, par ce qui a été créé, mais également notre direction, qui a l'habitude de voir beaucoup de choses aussi. Donc, c'est d'arriver aussi à surprendre notre propre direction et nos collègues qui ont apprécié travailler sur ce projet. Et que ça n'ait pas été... C'est ça, parce que quand on fait de l'événementiel, on commence par demander des choses à ses collègues. Exactement. En fait, c'est du management transversal, c'est-à-dire qu'on n'est pas au-dessus de ces services-là. Donc, en fait, on leur demande de l'aide, tout simplement. C'est ça. On est tous au même niveau, mais pour autant, il faut arriver à faire travailler tout le monde ensemble pour ce même objectif. Alors, une journée de Marie aujourd'hui. Ça commence par le réveil à la maison... avec Victoire, et ça s'enchaîne assez vite. C'est quoi? C'est assez rythmé? Oui, c'est assez rythmé. Alors, on va commencer forcément par Victoire qui se réveille. On lui donne son petit déjeuner. Alors, depuis récemment, je touche du bois pour que ça continue, parce que c'était pas terrible. Et récemment, on a fait appel à une conseillère du sommeil qui nous a été recommandée par une amie, et ça a été révolutionnaire. Ça marche. Je la recommande à tout le monde. Voilà, il y a des raisons pour lesquelles on ne dort pas.
Voilà, exactement. Et en fait, il y a des petites habitudes que l'on prend et on ne se rend pas compte des conséquences que ça peut avoir au fur et à mesure. Et on pense que c'est anodin. Et mine de rien, ça fait que le bébé ne dort pas super bien. Pas super bien, ouais. Pas super bien. Elle est comment? Elle est calme? Ou elle est énergique? Elle est dynamique? Elle est dynamique, elle est très curieuse. Oui. Donc elle ne s'arrête jamais. Oui. Mais on prend ça plutôt du côté positif parce que c'est mignon. Enfin, elle veut tout découvrir, quoi. Et c'était ça un peu son problème, c'est qu'on avait l'impression qu'elle ne voulait pas dormir. Elle avait peur de rater quelque chose. Oui, c'est ça. Mais elle est très, très curieuse. Quand on se balade dans la rue, elle appelle les gens. Elle veut parler aux gens. Et elle, pour le coup, est très, très, très sociable. Et non, elle est très agréable, tout le temps en train de sourire, de rigoler. Est-ce qu'elle a compris que maman travaille? Enfin, maman travaille, peut-être pas, mais est-ce qu'elle a compris qu'il y a des moments où tu pars? Oui. Oui, parce que j'ai commencé à repartir, elle avait 4 mois, du coup. Ouais. Et on avait quand même installé notre petit rituel, voilà, avec la nounou, Louis qui partait au travail, moi qui partais au travail. Après, il y a eu des périodes plus compliquées où voilà, elle ne veut pas nous laisser partir. Mais ça dure un temps et il faut juste être fort et pas revenir en arrière. Il faut juste se boucher les oreilles, c'est ça. Faire semblant de ne pas comprendre. C'est sûr. Hein. Alors, la raison pour laquelle je te demande est-ce qu'elle a compris que maman travaille, ou en tout cas que tu ne vas pas rester là, c'est que j'imagine que ça ne va pas s'arrêter. Et quels sont les principes d'éducation que tu as en tête? C'est-à-dire, est-ce que tu lui enseigneras ce qui a fait ta vie à toi? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que tu auras envie d'inculquer à ta fille la nécessité d'être indépendante et d'aller travailler? Alors, je pense que oui, et je pense que de toute façon, Louis est totalement en phase avec moi. Je pense que c'est important. Après, ce sont des choses qui se voient au quotidien. Enfin, je pense que voilà, elle va te voir. Voilà, déjà. Elle va me voir, elle va voir son père. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va être un peu ancré chez elle. Après, oui, c'est important je pense, à l'adolescence, de lui faire savoir est-ce que tu veux avoir de l'argent de poche? Est-ce que tu veux travailler? Tu as 16 ans ou 18 ans? Est-ce que tu veux faire un job d'été? Enfin, moi, je sais que j'avais adoré, au final, faire des jobs d'été. Ça m'a énormément appris. Et moi, j'aimerais qu'elle le fasse aussi. Est-ce que tu penses qu'elle pourra avoir une vie... Alors, j'allais dire normale. Ma question, c'est que, évidemment, en étant la fille de Louis à Monaco... Est-ce que tu penses qu'elle va, enfin la fille de Louis et de toi, hein, mais est-ce que tu penses qu'elle va quand même pouvoir trouver une place normale dans le sens le job d'été, par exemple? Je pense que oui, parce que Monaco, ça reste quand même un grand village, tout le monde se connaît, et je pense que maintenant beaucoup de gens me connaissent aussi à la SBM, ils savent comment je travaille, ils connaissent Louis. Je pense qu'on est des gens assez simples. Abordable. Et je pense qu'elle aura cette même image. Pour moi, il n'y a pas de raison. Après tu parlais de Louis, mais là, par exemple, il s'engage. Enfin, il s'engage. Il est dans l'organisation du pavillon de Monaco à Osaka. C'est quand même. Alors, Osaka, pour le coup, c'est très très loin. Oui. C'est voilà, et il le fait. Alors, en tout cas, à la conférence de presse de lancement, c'était le début d'une grande aventure, enfin l'annonce d'une grande aventure qui démarre. Comment vous allez gérer la distance? Parce qu'il va y aller quand même à Osaka. Il va y aller forcément. Je pense qu'à un moment donné, on va y aller aussi avec lui, notamment pour la journée nationale. Bah oui, ça. Voilà. Et puis je sais qu'il est en train d'organiser aussi un match caritatif sur place. Avec, parce qu'il ne s'arrête jamais. Lui, voilà, c'est ça. Non, on va s'organiser. Pour l'instant, on n'a pas de planning et autres, hein, mais on va s'organiser. Parce qu'Osaka, c'est 25. Hein. Oui, tout à fait. Donc il y a encore un peu de temps pour voir venir. Hein. Oui. Mais ça aussi, on parlait tout à l'heure de quand tu te retrouves seule sur le continent aux États-Unis. Est-ce que la distance comme ça, est-ce que c'est quelque chose que tu crains? C'est-à-dire lui... Enfin, d'être séparé, oui, par la distance, pour des raisons professionnelles, une grosse distance, hein, pas être à Cannes et à Monaco, mais... Alors oui, mais ça dépend de la durée aussi.
Je pense que là, dernièrement, il est parti à Bali pour le Sportel. Voilà, ça n'a pas duré trop longtemps, donc ça allait. Après, c'est sûr que être loin l'un de l'autre sur 2 semaines ou autre, oui, on n'a pas l'habitude, disons, et on le gère moins bien, mais bon, s'il faut le faire, on le ferait. Parce que tu dis on n'a pas l'habitude. Vous êtes un couple soudé, enfin qui vit beaucoup ensemble, parce qu'il y a des couples qui vivent d'autres rythmes. Oui, je pense que oui. On fait beaucoup de choses ensemble. C'est vrai que tous les soirs généralement, on est ensemble. Les week-ends, on les passe ensemble. En plus, d'autant plus que quand on a la petite, on veut passer du temps tous en famille. Donc, on est toujours tous les deux avec Victoire, Pancake, le chien. Pancake, le chien, qui a son propre compte Instagram. Exactement. Justement, ça c'était ma question. Le point sur lequel je voulais venir, c'était parce que Louis, il est né là-dedans. Hein, c'était sa vie depuis tout petit, d'être connu, d'avoir une famille exposée, d'avoir une image exposée. Il a été protégé, il nous l'a dit, mais très, très vite, je pense qu'il a compris que ça allait être sa vie. Quand on n'est pas élevé comme ça et qu'on arrive là-dedans, est-ce qu'il y a un moment où on se dit, bon, le schéma qui me va, ça sera celui-là? Parce que j'imagine que tu dois contrôler. Enfin, j'ai vu que Victoire est toujours de dos sur... voilà. Et il y a un moment donné où on choisit ce qu'on veut protéger et ce qu'on ne veut pas protéger de sa vie quand même. Oui. Pour toi, est-ce que ça a été une gymnastique? Alors, je pense que le plus dur a été au début, parce que au début, forcément, les gens parlent beaucoup, que ce soit à l'école. Tu veux dire quand ils ont découvert votre relation? Oui, voilà, c'est ça. Vous avez attendu avant de la rendre publique ou ça a été un peu naturel? Non, ça a été un peu naturel. On avait 19 ans, on était à l'école, enfin voilà quoi. On commençait à sortir ensemble et puis c'était ça. Hein. Oui, c'était ça. À l'école, ça a un petit peu commencé parce que forcément, les gens, les premières réactions, c'est toujours elle veut profiter ou des choses comme ça. Mais bon, ça malheureusement, peu importe avec qui il sera, il le vivra. Mais après, on s'y fait. Et après, ça a été dur aussi au début dans le travail parce que surtout à Monaco, c'est vrai que les gens se sont dit elle est pistonnée, elle est là juste parce que voilà. Donc il a fallu faire 2 fois plus ses preuves pour prouver qu'on est là pour travailler et qu'on aime ce qu'on fait. Mais une fois que c'est passé en fait. C'est vrai que c'est une période un peu difficile, mais faut prendre sur soi, il faut être assez solide et on remarque que c'est qu'une passade. Oui. Et l'image publique, alors, tu l'as construit comment? Parce que là aussi, du jour au lendemain, je te pose la question d'une façon vraiment naïve, c'est du jour au lendemain, on se retrouve photographié, exposé, parce que, bon, que ce soit dans les magazines qui traitent de cette actualité-là ou sur les réseaux sociaux, comment on gère? Parce quand on est une femme, alors je ne sais pas si les hommes ont ça, mais on a tous un truc avec notre image. Et oui, non, c'est sûr. Je sais qu'au début où on était ensemble, je voulais pas m'afficher. Et en fait, ça arrivait un peu par hasard parce qu'une fois, on avait une soirée, c'était en décembre, c'était une soirée de vente aux enchères pour Fight Heads. Ouais. Et Louis me dit non, mais t'inquiète, tu n'auras pas de photographe, tout ça. Je dis t'es sûre et tout, parce que moi, en fait, ce que je faisais généralement, c'est que je les laissais avancer et j'arrivais après parce que je voulais justement pas apparaître sur ces photos-là. Et là, on arrive. Bande de photographes, on ne peut pas y couper, et puis voilà, photo. Donc, c'était ma première apparition. Donc, ça a commencé comme ça, et en fait, une fois qu'on a commencé, après, on ne peut plus arrêter, sinon ça paraît un peu bizarre. Et à partir de là, c'était plutôt classique, je veux dire. Louis n'a pas non plus... énormément d'obligations dans l'année, ce qui fait que ça reste assez facile à gérer, je veux dire, pour les apparitions. Donc, non, ça s'est géré plutôt facilement, je dirais. Assez simplement, hein? Assez simplement. Finalement. Voilà. Est-ce que tu penses sincèrement que ça t'a changé? Je pense que ça m'a forcément changé. Après, comment... Oui, dans quel sens? Je en tout cas, il y a des choses que tu as apprises. Forcément. Ça, c'est sûr. Forcément, j'ai changé. Je pense que j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas. Ça, c'est sûr. Et puis d'arriver, de se faire prendre en photo, ou même d'arriver à chaque fois dans un événement, dans un cortège
spécial, voilà, c'est sûr que c'est différent. Tu appréhendes ou pas? Ou c'est devenu Non, assez maintenant naturel? c'est devenu assez naturel. Et puis voilà, on a la chance à Monaco que ce soit vraiment un grand village, donc tout le monde se connaît. Et puis c'est un peu le quotidien. Enfin, je veux dire, moi aussi, dans mon travail, j'organise des événements. On a des membres de la famille princière qui viennent. Et même moi, je l'organise pour l'événement. Donc, donc, en fait, c'est devenu vraiment quotidien plutôt facile. Est-ce que tu te souviens de la petite fille que tu étais est-ce qu'un jour, tu aurais imaginé ça? Je ne pense pas, non. Non. Tu viens d'un milieu de quelles conditions? C'est-à-dire tes parents, la famille, où vous êtes installée d'ailleurs quand tu es petite? Alors, quand j'étais petite, mes parents ont divorcé très tôt. J'avais 3 ou 4 ans. Après, avec ma mère et mes frères, on est partis vivre à Marseille. Donc, famille très modeste. En plus, avec le divorce de mes parents, ma maman avait du mal à s'en sortir avec 3 enfants. Les familles monoparentales, on le dit, voilà, hein, c'est le plus difficile. Hein, c'est le plus difficile. 3 enfants, même en garde, même avec une pension, enfin, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'était très compliqué pour elle. Heureusement, elle avait sa famille qui l'aidait. Donc, on était une famille très soudée. Après l'école, moi, j'attendais chez mon grand-père. Et je me souviens, on habitait à Marseille. Elle travaillait à Toulon. C'est loin. Hein. Mais en fait, elle avait voulu qu'on habite à Marseille pour être proche justement de la famille qui puisse nous récupérer après l'école. Et tous les soirs, elle arrivait à 20h. Donc, voilà. Donc, moi, j'avais cette image. Tu vois que c'est pas non plus un hasard. Hein. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ah, mais j'ai toujours vu ma maman très grande bosseuse et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Ça t'a orientée, en fait. Et ça m'a orientée, ça c'est sûr. Ouais. Et voilà, on a grandi comme ça jusqu'au collège. Et ensuite, ma maman a rencontré mon beau-père qui habite à Nice. Et c'est comme ça que vous vous êtes rapprochés d'ici, en fait. Voilà, c'est ça. Mes frères étaient plus grands, donc eux sont restés à Marseille pour leurs études supérieures. Et moi, je suis partie avec ma mère à Nice, avec mon beau-père. Et tu n'avais pas encore passé le bac, là? Non, j'étais au collège. Ah oui. Donc, tu es la petite dernière. Ah oui, je suis la petite dernière. Ah, voilà. Tu as 2 grands frères. 2 grands frères. C'est ça. Et est-ce que le fait comme ça de déménager à un âge, parce que quand on est au collège, c'est un âge un peu... Ça a été une difficulté ou pas? Au début, j'ai été terrible avec ma mère, hein, parce que je ne voulais pas partir. Moi, je ne voulais pas quitter mes amis. C'était hors de question. C'est ça, c'est l'image que j'ai en tête. Tu me dis, j'étais au collège, je me dis, aïe, aïe, aïe. Oui. Non, j'ai été assez terrible. Je me souviens même, je la menaçais de partir vivre avec mon père. Alors que, bon, mon père, on se voyait plusieurs fois dans l'année, mais bon, je n'ai jamais vécu avec lui. Mais bon, ma maman est une femme de caractère, elle ne se laisse pas faire. Donc elle me disait, pas de souci, vas-y. Donc elle savait que je n'allais pas y aller. Donc elle a gagné. Et finalement, je suis partie à Nice et je me suis fait de nouveaux amis et ça a été génial. Honnêtement, ça s'est super bien passé. Et ça, c'est un conseil que tu donnerais? Parce que s'il y a des parents ou des plus jeunes qui nous écoutent et qui sont dans cette situation, tu leur dirais, tentez le coup? Ça va aller? Oui, honnêtement, oui. Parce que moi, j'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Et finalement, je ne regrette pas du tout. Vraiment. Alors ça, c'était la question suivante. C'est que tu t'es plu dans cette nouvelle vie? Oui. Vraiment, mon nouveau collège, je me souviens, je suis arrivée, le collège était beaucoup plus ancien que celui où j'avais l'habitude d'aller. C'est bête, hein, mais il y avait des détails. À Marseille, on avait une télé pour nous annoncer que les profs étaient là, pas là, etc. En collège à Nice, c'était un bâtiment très ancien, des couleurs très... passées, quoi. Voilà, exactement. Donc au début, je me suis dit dans quoi je suis arrivée. J'avais ce côté très négatif. Et puis après, voilà, on se fait des amis et puis on se rend compte que tout va bien, quoi. Est-ce que pour toi, ça veut dire que tu as une faculté d'adaptation? Je pense avoir une faculté d'adaptation, oui. Qui vient de ces aventures? Oui, on a pas mal déménagé parce qu'avant d'être à Marseille, j'étais à Toulon. Mais bon, j'étais encore petite. Après, à Nice, on a à nouveau déménagé. Toujours dans la région, mais... Finalement, Monaco, c'est le point le plus stable que tu as depuis un moment. C'est ça. Mais non, je pense que je sais m'adapter facilement et je pense que c'est important de s'adapter.
Parce que bon, je connais des personnes qui refusent de s'adapter, qui veulent imposer leur façon d'être, etc. Et c'est pas facile. C'est ça, hein. C'est que, est-ce que ce que tu retiens de tout ça à toi, c'est plutôt que tu as su transformer tout ça en opportunité à chaque fois, quoi. Bah, disons que c'est la manière la plus simple de voir. Enfin, je veux dire, Ouais. je pense qu'il faut toujours voir dans sa vie qu'il y a pire. Voilà. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais Oui, ça pourrait être pire, ça voilà, c'est sûr. tout peut être pire. Il faut voir le positif dans chaque changement, dans chaque chose de la vie. Même des fois quand ça va pas, on peut se rendre compte que c'est pas si terrible que ça. Enfin, des fois, T'es optimiste? Oui, je pense être optimiste. Oui, ouais. c'est vrai. Ça doit être un grand confort dans la vie quand on est optimiste. C'est-à-dire de savoir qu'il y a toujours du bien qui arrive. Oui, oui, j'imagine. Après, c'est vrai que je sais pas, c'est ta nature en fait. Peut-être. Ouais. J'ai toujours été comme ça. Alors, je sais pas. C'est vrai. T'étais une petite fille plutôt sympa, plutôt comment? J'étais très timide. J'ai été très, très, très timide jusqu'à très tard d'ailleurs. Et je pense que ceux qui m'ont connue, peut-être collège, lycée et autres, pouvaient penser que peut-être j'étais pas sociable à l'époque, mais c'est juste, c'était vraiment de la timidité. Parce que quand j'étais toute petite, j'étais toujours collée à ma mère, je ne parlais à personne, etc. Et en fait, il fallait du temps avant de me connaître. Et par contre, une fois qu'on me connaissait, voilà, là, on découvrait la vraie Marie, aucun problème. Ouais. Mais j'étais très timide et ce qui m'a beaucoup aidée à sortir de cette timidité, c'est mon premier job, du coup, à la SBM, où j'étais commerciale dans de l'événementiel à l'hôtel Hermitage. Et là, on n'a pas le choix. Quand on est timide et qu'on démarre par du commercial, oui. Ça doit être une épreuve. C'est ça. Et ça m'a énormément aidée. Ça t'a aidé? Ah oui, énormément. Est-ce que tu t'es fait aider ou par quelqu'un qui t'a aidé à surmonter ça, ou c'est toi seule qui l'as pris en main? Non, je pense que je l'ai appris sur le terrain, où il fallait l'être. Après, oui, bien sûr, j'ai eu mes mentors au fur et à mesure dans la société. Donc oui, ça m'a aidée. Parce qu'on dit toujours, hein, une carrière, bon, une vie, ça c'est sûr, mais une carrière, c'est aussi fait de rencontres. Oui, c'est fait de rencontres. Et moi, je sais que pour ma petite carrière, hein, parce qu'elle a commencé en 2016. Ça fait presque 10 ans, hein, oui, quand même déjà. Maintenant, hein. quand on y pense. Attention, comme ça. Marie, c'est pas si petit, quoi. Non, mais j'ai eu la chance de rencontrer énormément de personnes, vraiment que je considère comme des leaders pour moi dans cette société, avec qui j'ai adoré travailler, avec qui je ne travaille plus forcément malheureusement, mais voilà, de vrais mentors. De vrais mentors. Ouais. Est-ce que même si je pense que je connais un peu la réponse, mais est-ce que tu as eu la sensation que le fait d'être une femme, ça a changé quelque chose dans ta carrière? Je sais pas. Je pense que d'une manière générale, quand même, les femmes sont un peu moins prises au sérieux sur des postes à haute responsabilité. Et c'est une tendance, ça. Oui, voilà. Ouais. Je parle pas forcément pour moi, mais même au quotidien. Je l'ai vu par le passé. Hein, on voit que quand une femme prenait une décision, elle était un peu remise en question, tandis que si l'homme arrivait et disait c'est comme ça, ok, plus personne ne discutait. Mais c'est une tendance qui, heureusement, est en train de changer. Moi, je sais que voilà, dans la boîte, on a de plus en plus de femmes qui sont responsables, qui ont de grosses responsabilités. Oui, c'est vrai. Et même partout, en fait, je dirais. C'est vraiment une tendance, un peu comme ce problème générationnel qu'on avait avec les papas à l'époque et qui a changé aujourd'hui. Je trouve qu'il y a une belle évolution pour les femmes dans le travail. Bah oui. A contrario, d'ailleurs, ça, moi je partage ton analyse, mais à contrario, parce que là on parle de difficultés, est-ce que le fait d'être une femme t'a facilité certaines choses dans le travail, hein? Parce que parfois, on se dit qu'une femme peut obtenir ou peut faire les choses différemment et donc ouvrir plus de portes. Parfois aussi. Je ne sais pas si ça m'a forcément aidée. Après, ce que je pourrais remarquer, c'est qu'en tout cas, dans la partie vraiment organisation d'événements, nous, dans notre société, de ce que je vois, hein, c'est qu'il y a beaucoup de femmes. Eh ouais.
Parce que l'organisation, non, c'est mais une c'est deuxième vrai, nature. Non, mais c'est vrai. Et je pense que, mine de rien, c'est un peu lié. Je dis pas que c'est pas un job fait pour les hommes, pas du tout. Il y en a qui le font très bien. Mais c'est vrai qu'il y a essentiellement de femmes. Et c'est ce côté très organisé, très carré. Gestion de charge mentale. Hein. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, tu la sens, la charge mentale, d'ailleurs? Oui, clairement. Oui, hein. Clairement, après, voilà, je me plains pas parce que, encore une fois, il y a pire. Oui. Il y a pire, ça, mais oui, bien sûr. Que ce soit charge mentale à la maison, au travail, enfin, il y a une accumulation de tout. Enfin. Après, je pense que nous, les femmes, on a aussi tendance à plus penser que les hommes, à vouloir toujours aller au-delà de ce qu'on nous demande, etc. Donc, oui, la charge mentale, elle est là, ça, c'est sûr. Bon, de ce que je comprends, elle est gérée. Oui, Elle oui, est oui. gérée. Elle est gérée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Parce que est-ce que tu aimerais une famille nombreuse ou pas? C'est ça. Parce que quand on travaille, c'est une vraie question. De dire, alors moi je l'ai vécu, hein, une fois qu'on a un enfant et qu'on se rend compte de ce que ça représente et que on a eu ce moment de doute, de culpabilité, etc., on n'est pas sûr de vouloir recommencer. Mais oui, c'est vrai. Mais alors c'est vrai que c'était très dur. Hein. On a eu une période, c'était très compliqué, le changement. Voilà, hein, on peut plus aller au cinéma sur un coup de tête. On peut plus sortir au restaurant comme on le faisait avant. Les voyages aussi ont été remis un peu en question pendant un temps en tout cas. Mais c'est vrai que si on met tout ça de côté, nous avec Louis, on aimerait avoir un deuxième enfant, juste un deuxième. On va pas aller plus loin, mais c'est vrai que... On fera pas une tribu, quoi. On aimerait pouvoir offrir à Victoire la possibilité de connaître la joie d'avoir un frère ou une sœur. Ce côté fratrie, Louis, il a des frères et sœurs, moi j'ai des frères. C'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est une relation exceptionnelle, donc on aimerait lui offrir ça. Et puis on se dit, quitte à galérer, autant galérer un bon coup, et puis... Et puis on verra après. Bon, alors c'est ça qu'on te souhaite, ou il y a d'autres choses? Parce que on se dit, la Marie, elle a quand même pas mal. Hein. Elle a un job, un bébé, un mari, une famille. Bon, si tu avais une baguette magique là pour les 6 prochains mois, qu'est-ce que tu aimerais? Honnêtement, juste vivre ma vie telle qu'elle. Et si on peut me souhaiter quelque chose, juste la santé pour toute ma famille, c'est tout ce que je demande. C'est le plus important pour nous. Et ben voilà. En tout cas, merci. Merci Marie. Merci. Merci d'être venue nous voir. Et puis, Victoire a fêté son anniversaire il n'y a pas longtemps. C'est un an. On lui souhaite beaucoup de bonheur. Merci. À bientôt. À bientôt, merci.